Alors, Hélène Polifoot, moi-même, présent. Justin Dessoutes, il est représenté par moi. Comachela, Daubin Georges, il est excusé. Il a appelé pour s'excuser tout à l'heure. Chalus, épouse Basile, représenté par M. Nabab. Montout David, Nathan, Achimimi Etselia, Ventolo Pierre, Antenor Fabienne, Michel Mado, excusez. Il est un pays marie-galante, comme on dit. Daoumé Johan, Bernadette Denis, Eustache Jocelyne, les Raymond Josselin, Favorinus Jacqueline, Bleubar Denise, Piquion Liliane, et les Audep. Excusez. Eustache Fred, Don Gerti, Chalusari, Nabab Philippe, Sirani Chazi, Opheltes Jean-Louis, Théodore Métoni Ratia, Moustoni, Dupont Lydia, Cheikh Boudou Olivier représenté par Moustoni présent, Jabès Muriel, Petro Corinne, Mani Jean Sandra, Théobald Frédéric, Les Joseph, Ragouton Alain représenté par Les Joseph, Bozor Alexis, Étienne Rousseau, Chamougoano, César et Christophe, Fender et Amandine, Sylvestre Joël. Chers collègues, le quorum étant atteint, nous allons donc pouvoir délibérer. Le secrétariat, il faut un secrétaire de séance. Quelqu'un qui n'a... Ça fait très longtemps. Katia. Donc, Madame Théodore se propose. S'il n'y a pas d'objection, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Secrétaire Théodore Katia. Bien. Nous avons donc 10 points à l'ordre du jour de ce Conseil. Premier point, comme à l'accoutumée, l'adoption du procès-verbal du 16 janvier 2025. Chers collègues, est-ce que vous avez fait des observations sur ce PV? Pas d'observation? Donc, je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? On passe au point numéro 2 avec Mme Théodore Métoni. Transition numérique et technologique. Bonsoir à tous. Alors, ce point concerne l'autorisation à répondre à l'appel à manifestation, territoire numérique éducatif de Guadeloupe et la validation du plan de financement du projet. Le territoire numérique éducatif est un dispositif national mis en place par le ministère de l'Éducation nationale pour réduire la fracture numérique et favoriser l'intégration du numérique dans les écoles. Lancé en 2020, le dispositif a été expérimenté dans plusieurs départements avant d'être progressivement étendu à d'autres territoires.
Il s'appuie sur des financements de l'État et des collectivités locales pour déployer des solutions adaptées aux besoins des écoles. Les territoires numériques éducatifs proposent un modèle d'accélération du numérique dans l'enseignement scolaire à la fois public et privé, de la maternelle au lycée. L'objectif est de traiter conjointement l'équipement, la formation, les ressources numériques éducatives et l'accompagnement de l'e-parentalité. Alors, les objectifs visent à équiper les écoles en matériel numérique, c'est-à-dire tablettes, ordinateurs, tableaux interactifs, etc. Accompagner les enseignants à l'usage pédagogique du numérique, développer des ressources pédagogiques et services numériques éducatifs pour améliorer l'apprentissage des élèves, réduire les inégalités d'accès au numérique pour les élèves. La commune, dans sa volonté de continuer à soutenir l'éducation numérique dans les établissements primaires, souhaite encore mieux équiper ces derniers en matériel pour accompagner la transformation numérique et soutenir les projets éducatifs des écoles. Ce projet représente une avancée importante pour la modernisation de nos écoles et pour l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves. Le coût global du projet de BMAO, qui concerne toutes les écoles élémentaires et maternelles du territoire, s'élève à 2747 élèves, soit 1700 élèves des classes élémentaires et 1044 élèves des classes maternelles. Alors, le coût global est de 199 949 € et 99 centimes. Alors, en équipement, soit en investissement, le montant est de 137 527 € et 99 centimes. Alors, le plan de financement, c'est l'État 70%, ce qui représente 96 269 € et 59 centimes. La part de la ville, 30%, ce qui représente 41 258 € et 40 centimes. Les ressources, c'est-à-dire le fonctionnement, le montant s'élève à 62 422 €. La part de l'État est de 50%, soit 31 211 000 €. La ville, 50% également, soit 31 211 €. Comme je vous ai dit, c'est un global total subvention d'État 127 480 € et 59 centimes. La ville, 72 469 € et 40 centimes, pour un total de 199 949 € et 99 centimes. Alors, le présent rapport consiste à autoriser la ville de BMAO à l'appel de manifestation des territoires numériques éducatifs de Guadeloupe et à valider le plan de financement du projet. Il vous est donc demandé de bien vouloir en délibérer. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Sur ce point, auriez-vous des interventions, des questions? Oui, Madame Hano. Bonjour Madame le maire, bonjour chers collègues. Bonjour. Je voulais aussi rappeler que c'est une très bonne chose de pouvoir inscrire la ville de Bémaos dans un tel projet. Rappeler que c'est 7 millions d'euros qui sont fléchés et que la Guadeloupe est le seul territoire d'outre-mer qui soit ultramarin, qui soit éligible. Et que ce soit les EPCI qui coordonnent. Donc ma question, c'est le projet est-il déjà passé au niveau de la DRAN en ce qui concerne son contenu pédagogique? Merci.
Bonsoir à tous. Alors, du coup, par rapport à la question, le projet est en cours de validation au niveau de la DRAN. Justement, au niveau de pédagogique, c'est justement de répondre déjà dans un premier temps au financement. Donc, du coup, effectivement, ils nous ont sollicité, on a répondu à l'appel à manifestation en leur présentant notre projet global qu'on a. C'est un projet que nous avons continué, que nous sommes sur la première partie du projet était la SN2E que nous avons voté en 2021. Donc, nous allons continuer le projet. Donc, chez nous, effectivement, nous avons déjà fait valider au niveau de la DRAN le projet global qu'on avait sur le pluriannuel. Donc, du coup, l'idée était de répondre à cet appel à manifestation pour pouvoir justement continuer à dérouler notre projet. Donc, au niveau ville, oui, au niveau de la DRAN, c'est validé. Au niveau de la DRAN, ce qui va être validé sera justement après la délibération qu'ils vont étudier chacun des projets et les valider un à un. Mais ils veulent déjà savoir, dans un premier temps, si le projet est validé en conseil municipal. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions, d'autres observations sur ce point? Non? Avant tout de même de passer au vote, je voudrais saluer le travail réalisé par les deux équipes, puisque on a le volet stratégique au niveau numérique avec M. Guimbaud, on a tout le volet opérationnel avec Fabien Dimon ainsi que leurs différents, en tout cas les différents agents qui travaillent dans ce service. L'élu aussi en charge du numérique, de toutes les nouvelles technologies, Madame Théodore, pour le travail réalisé, et un travail qui est bien récompensé par une prestigieuse distinction. Non seulement la ville, nous avons obtenu le label 5 territoire innovant, puisque nous avons énormément avancé, beaucoup avancé en termes d'innovation en ce qui concerne le numérique au niveau de notre collectivité. Mais nous avons aussi également tout le plaisir, l'honneur, et Madame l'élu, je lui donnerai la parole aussi également parce qu'elle est partie, ce sera rapide, en 2 minutes, pas plus, avec des équipes pour récupérer le point. Nous avons obtenu le label territoire d'excellence numérique et ça, nous l'avons pour 3 années consécutives. Nous l'avons obtenu, c'est bien. En tout cas, bravo. Bravo à tous. Si tu veux dire 2 mots dessus, très rapidement. 1 minute, oui. Juste dire qu'il faut savoir que c'est... Ça, en fait, BMAO a confirmé son statut de territoire d'excellence au niveau du numérique. Et durant ce congrès, on a pu bien voir qu'on n'est pas à la traîne au niveau de la ville, au niveau du numérique. Bien au contraire, on a été sollicité, notamment M. Guimbaud a été sollicité pour intervenir. On a participé à des ateliers. On a fait émerger certains projets et notamment nos projets risquent, puisque parmi les projets retenus, puisqu'il y avait un vote, on a été retenu pour le Connect e-bus et pour aussi la formation numérique verte. Voilà, donc on espère voir ces projets-là aboutir au niveau de ville Internet. Voilà. Voilà, et moi j'ai aussi un grand rêve pour BMAO, c'est que notre cimetière soit connecté. Quand quelqu'un arrive, ça fait longtemps qu'il est parti, il n'a pas pu assister à l'enterrement de quelqu'un, il était jeune, s'il veut venir en vacances entre le 1er et le 2 novembre, il n'a qu'à appuyer le nom et on lui montre l'allée, on lui montre la tombe, tout ce qu'il veut. Et la possibilité aussi également pour nos parents qui sont loin quand il y a un décès, eh bien on va sur le site, on peut mettre une lumière numérique le jour de l'enterrement ou même après. Ça, c'est un rêve aussi. Voilà, gageons que nous puissions arriver jusque-là dans nos rêves. Et bon, la nouvelle technologie avance, donc on va avancer avec cette nouvelle technologie. Bravo encore. Qui vote contre? Juste une interrogation, peut-être que c'est la modestie. Pourquoi on ne communique pas suffisamment? Je trouve que c'est formidable parce que j'ai entendu la ville, je crois que c'est la ville de Capesterre, pour la première fois. Ça m'a fait sourire parce que je me suis dit le nombre d'arrobases que nous avons et pourtant on est humble et on ne communique pas suffisamment. Mais c'est important que l'on sache que les progrès de la ville et son maintien. Ça a été fait, Ça a été fait. J'ai fait une petite vidéo aussi qui va circuler, peut-être c'est pas encore arrivé à votre niveau. J'ai fait aussi une vidéo
où on explique le projet, ainsi que toutes les actions qui ont été menées dans ce cadre-là. Ça a été fait. Donc, Madame Axip, il lui reste à terminer. Voilà, mais ça a été fait là. Ça a été fait. Oui, voilà. Juste pour dire, la ville de Capesterre n'était pas présente le jour du congrès. C'est bien dommage parce qu'elle aurait appris beaucoup de choses. Et je pense que c'est en étant présent dans ces genres de congrès qu'on avance. Et ce n'était pas des journées de tout repos, c'était vraiment hard. Intense. Très bien. Donc, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. On va passer au point numéro 3 avec Juliane Adam. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Ce point consiste à donner l'autorisation à Madame le maire pour la signature d'une convention avec la société anonyme d'HLM de la société Sicora pour la réservation de logements sociaux. La ville de Bémao est confrontée à une forte demande de logements sociaux, émanant notamment de familles en difficulté, des personnes en situation de précarité et de jeunes ménages. Dans le cadre de sa politique de soutien au logement social et d'insertion sociale, la ville cherche à faciliter l'accès à des logements pour les populations les plus vulnérables. La Société immobilière de la Guadeloupe, c'est-à-dire la SIG, un des acteurs principaux de la construction et de la gestion de logements sociaux en Guadeloupe, a proposé une convention permettant à la ville de Bémao de réserver un flux annuel de logements sociaux. Cette convention est conclue conformément à l'article L.441-1 du Code de la construction et de l'habitation qui permet aux collectivités de bénéficier d'un droit de réservation dans le parc locatif des organismes bailleurs. La convention proposée prévoit une réservation d'environ 3% du flux annuel des logements sociaux disponibles, soit environ 8 logements pour l'année 2024. Alors, les objectifs de cette convention, c'est de répondre aux besoins de logement des administrés en situation de précarité, en offrant un accès prioritaire aux logements sociaux pour les familles en difficulté, les relogements d'urgence et les jeunes ménages. D'autre part, faciliter la gestion des relogements et mutations prioritaires en permettant à la ville d'orienter les attributions de logements vers les publics prioritaires et enfin d'assurer un suivi plus rigoureux des attributions en collaboration avec la SICORA afin de garantir une meilleure gestion des logements sociaux réservés pour la commune. Alors, il y a aussi des avantages de cette convention. Alors, c'est de permettre à la ville de mieux répondre aux besoins pressants en matière de logement social sans engendrer de coûts financiers directs pour la collectivité. Offrir un droit de priorité pour la ville permettant une réponse rapide et adaptée aux urgences sociales. Et enfin, renforcer le partenariat entre la ville de Bémao et la SICORA pour une meilleure prise en charge des publics en situation de précarité sur le territoire communal. Chers collègues, il vous est proposé d'autoriser Madame le maire à signer la convention de réservation avec la SICORA. Merci de votre écoute. Merci. Sur ce point, des questions, des observations? Oui, Madame Bozo. Bonsoir à tous. Ayant lu la convention entre la ville de Bémao et la SICOA, on ne voit pas où la commune de Bémao pourrait s'appuyer pour que la SICOA respecte ses engagements. Pouvez-vous nous éclairer, s'il vous plaît? Soyez plus précise dans votre question. Où elle pourrait s'appuyer, c'est-à-dire? Alors, vas-y. C'est à la fois vaste et vague. Surtout qu'il y a où, c'est un lieu.
Donc c'est pourquoi je voudrais avoir plus de détails sur votre question. Attendez. Tu peux me le dire? Peut-être que je fais trop de vocabulaire, mais... S'il vous plaît. Où c'est un lieu? On est d'accord. Donc j'aimerais comprendre. Attends, vas-y. Oui, monsieur Lé? Excusez-moi. Je prends la suite de la question de notre collègue Bozo pour apporter un peu plus de précision. D'accord. Parce que nous estimons qu'à 3%, y a-t-il pas moyen d'augmenter le taux de réservation? Parce qu'effectivement, quand on constate dans le développement, 8 logements livrés sur 267, nous pensons que c'est vraiment peu. En tenant compte de la politique de logement de la ville de Bimaou, dont nous ne maîtrisons pas, c'est pour cela que nous disons que, bon, au cas où, est-ce que la commune, est-ce que la ville peut intervenir d'une autre façon afin d'augmenter ou de faire passer en priorité, même ne tenant pas compte de ces 3%, sur certaines demandes. Alors, vous imaginez que nous avons eu en tout cas les mêmes pensées que vous, hein, au niveau de l'équipe, mais c'est la règle, d'accord? C'est la règle, et donc, dans le cadre d'une convention, la règle doit être clairement établie. Il n'en demeure pas moins qu'à n'importe quel moment, en tant qu'élu, je sollicite, que ce soit la SICOA ou d'autres bailleurs, hein, la SIG ou autres, d'accord? Lorsque j'ai des personnes en situation de recherche de logement, afin qu'elles soient accompagnées par les bailleurs. Et nonobstant les 8%, et c'était bien moins avant. Donc déjà, on est sur une augmentation dans le cadre de cette nouvelle convention, d'accord? Et c'est le cadre qui est fixé. Les 3%, c'est le cadre qui est fixé. Et donc, mais en dehors de ce cadre fixé, lorsque nous appelons, il n'y a qu'une personne qui est en difficulté, c'est sans problème à partir du moment où la personne a déposé un dossier, a un numéro de dossier, la personne est accompagnée. D'autres questions, d'autres observations? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. On donne la parole à Célia Mimillette pour le point numéro 4. Il s'agit d'autorisation à donner le maire pour signer un protocole pour un marché concernant le confortement à la réhabilitation du groupe scolaire de Bragelogne. Merci Madame le maire, bonsoir à tous. Donc il s'agit d'une autorisation à donner au maire pour signer un protocole transactionnel entre la commune de Bimaou et le groupement de maîtrise d'œuvre pour l'indemnisation de ses prestations dans le cadre des travaux de confortement et de réhabilitation du groupe scolaire de Bragelogne. Madame le maire, chers collègues, la ville poursuit son programme de remise aux normes parasismiques de ses écoles et particulièrement du groupe scolaire de Bragelogne. Après la réception des travaux du lot 1, qui consistait à conforter le bâtiment de l'élémentaire et de la bibliothèque, les travaux du lot 2 sont en cours de finition. La création d'un nouveau réfectoire et la construction d'une salle de classe maternelle et des sanitaires. Et le lot 3 sera de conforter les classes de maternelle, de créer des sanitaires pour le niveau élémentaire, de démolir le réfectoire et les sanitaires pour les 2 écoles. La réhabilitation du groupe scolaire s'étend sur plusieurs années et s'adapte au fonctionnement et au rythme scolaire tout en sécurisant les élèves, les enseignants et le personnel de l'école. Ainsi, le marché de maîtrise d'œuvre passant procédure adaptée a été notifié en 2020 à l'équipe composée de l'entreprise Laurent Laval, Ramlal, Betae, CIP, enfin c'est un certain nombre de sigles, CIP, Gamba, pour un montant provisoire de 135 208,23 €. Basé sur une estimation des travaux de 1 648 880 090 €.
achetés résultant d'un rapport diagnostic du bureau d'études Hauss et de l'architecte Doré Marton en 2016. Suite à des études réalisées par l'équipe de maîtrise d'œuvre, l'enveloppe des travaux a évolué, passant de 1 648 880,90 € achetés à 4 230 776,91 € achetés. La rémunération initiale provisoire s'élevait à 135 208,23 € achetés, basée sur une estimation des travaux à 1 648 880,90 €. L'augmentation qui a fait l'objet du protocole porte sur le contrat à 277 538,97 € achetés. En effet, l'équipe de maîtrise d'œuvre propose une rémunération supplémentaire de 142 330,74 € en tenant compte des taux de rémunération qui ont diminué, passant de 9,18% à 7,54%. Afin d'envisager la poursuite des différentes missions du maître d'œuvre, le conseil municipal doit autoriser Madame le maire à signer le protocole transactionnel avant leur transmission au contrôle de légalité et leur notification. Voilà, Madame le maire, j'en ai terminé pour la présentation de ce point. Merci Célia. Sur ce point, y a-t-il des questions, des observations? Monsieur Lé? Merci. Donc, lors de l'examen de ce point, nous avons constaté qu'il y a eu une augmentation de 105% sur 5 ans. Donc, nous voulions savoir au moins le pourquoi de cette augmentation. Et en retour, au niveau des services de la ville, n'y a-t-il pas moyen de, je ne sais pas comment expliquer ça, assurer un contrôle plus strict? Parce qu'effectivement, en 2020, on passe à 135, en 2024, 277. Qu'est-ce qu'on sait pour 2025? On ne sait pas. Donc, ma question, c'était le pourquoi de cette augmentation de 105%, et n'y a-t-il pas un moyen plus strict au niveau des services techniques de la ville de contrôler ces genres de travaux? Je sais que nous savons aussi que ce sont des travaux qui sont importants pour l'école de Bragelonne, mais quand même, nous vivons et nous entrerons dans une phase où les finances publiques seront très, très raréfiées. Donc, est-ce qu'on peut avoir une approche sur nos deux préoccupations? Merci. Très bien. Je vais vous répondre aux deux. Si M. Biral qui souhaiterait ajouter quelque chose concernant les différents services, je vais quand même amorcer. C'est vrai que nous nous sommes vus et on avait déjà parlé de tout ce qui concerne les augmentations, mais ça va beaucoup plus loin. En faisant des travaux, on découvre des problématiques d'assainissement, puisqu'on est en sous-sol, par exemple. On n'a pas pu juger. Quand bien même, c'est vrai, nous avons opéré un diagnostic. Et donc, il faut pouvoir régler des problématiques de normes d'électricité qu'il faut pouvoir régler. Donc, il y a un certain nombre de petites choses. La bibliothèque, le réfectoire, d'accord? Et donc, tout cela, il faut pouvoir permettre aux enfants de travailler dans des conditions sécurisées, puisque vous avez utilisé le mot sécurité, sécurisées, pour leur permettre de travailler de façon optimale dans un lieu, je dirais, accueillant, où pédagogiquement ils se sentiront aussi à l'aise. Il y a à la fois des éléments et des équipements, d'accord, on est obligé de pouvoir abonder dessus. Et s'agissant du contrôle, le contrôle se fait, il y a des réunions de chantier qui se font avec les différents services. Et donc, bien au contraire, c'est parce qu'il y a ces réunions de service, c'est parce qu'il y a ces contrôles qu'on constate au fur et à mesure. Sinon, on aurait pu dire que non. Je dis comme une entreprise ne peut pas venir et vous dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça comme ça. C'est parce qu'il y a eu contrôle, c'est parce qu'il y a rencontre, c'est parce qu'il y a visite de chantier qu'on fait le constat, et que le constat, en fonction de l'urgence, on est obligé d'amender. J'entends ce que vous dites, moi, et je suis aussi également très honorée de vous entendre dire que de plus en plus les finances des collectivités
et BMAO aussi est concerné comme toutes les collectivités, vont se raréfier. Mais ce n'est pas que ça va se raréfier, ça fait longtemps que les finances des collectivités ont commencé à se raréfier. D'accord? Donc, il s'agit pour nous de fixer des priorités et faire en sorte que cette école qui n'était pas aux normes parasismiques soit un lieu sécurisé pour que nos enfants puissent pouvoir être scolarisés. C'est pareil que nous aurons à faire, parce que plus l'argent se raréfie, plus ça devient cher, puisque le contexte, on va le voir avec les orientations tout à l'heure budgétaires, le contexte national est tellement difficile aujourd'hui, et je dirais instable, et même au niveau mondial. On a le projet aussi de l'école du bourg, mais là, il faut y aller, parce que ce sont nos enfants. Il faut pouvoir les mettre en sécurité. Et pareil pour les bâtiments de la ville, qui commencent quand même à faire preuve d'un peu de vétusté et qu'il faudra aussi conforter. Donc, ce sont des priorités sur lesquelles on ne peut pas lésiner. On ne peut pas jouer avec la santé des enfants. Et donc, c'est vrai, je ne vais pas vous le cacher, quand de 1,6 million, on m'annonce que ça va passer à 4,2 millions, mais je ne vais pas vous cacher, en mettre mes 6 têtes. Mais ce sont nos enfants, il faut pouvoir les sécuriser. Monsieur Béral, je souhaite... Le premier contrat de maîtrise d'œuvre a été passé, était lié à ce premier diagnostic, et donc qui a évalué les travaux de confortement sismique au 1,6 million dont vient de parler Madame le maire. Mais c'était en 2016. Donc entre 2016 et maintenant, déjà, il y a une différence liée au coût de la vie qui explique une partie de l'augmentation. Mais principalement, l'augmentation est due au fait que le diagnostic ne prévoyait que le confortement du bâti existant tel qu'il était. Et au fur et à mesure qu'on a approfondi les études, il s'est avéré que, par exemple, le réfectoire, il valait mieux en construire un nouveau plutôt que de conforter l'existant. Puisque déjà son positionnement même dans le groupe scolaire, puisque il y a maternelle et école, était pas approprié. Donc il est repositionné en fond de parcelle dorénavant, ce qui permettra d'accéder par une voie annexe au réfectoire sans passer par le milieu de l'école comme ça se fait actuellement, par l'entrée principale de l'école élémentaire. Ça a été le cas également pour la bibliothèque et pour une autre salle de classe maternelle. Donc, entre des coûts qui étaient de confortement parasismique et le fait de réaliser de nouvelles surfaces, explique en grande partie l'augmentation du coût global de l'opération. Je vous ai dit que l'estimation datait de 2016, le contrat a été passé en 2020, effectivement, et entre-temps, on a eu l'inflation qu'on connaît tous, qui a été relativement forte, et notamment dans ce domaine des travaux publics, il y a eu une augmentation qui a été assez soutenue, et qui explique en deuxième lieu l'augmentation importante. Et puis il y a les éléments dont a parlé Madame le maire, des mises aux normes qui étaient nécessaires, aussi bien sur le usé que sur la distribution électrique à l'intérieur du bâtiment. Et ce qui fait que voilà, c'est vraiment cher. Et malheureusement, la nécessité de disposer de lieux qui soient sécures pour les enfants ont fait que les choix nous ont emmenés vers cela. Mais maintenant qu'il faut effectivement, vis-à-vis de l'équipe d'architectes et de bureaux d'études qui ont travaillé sur le dossier, il faut régulariser le fait que leur prestation a été beaucoup plus importante que celle qui était définie au départ. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas régler ce sujet-là, puisque c'est 105%, comme vous avez dit, c'est très important.
À noter quand même que leur taux de rémunération il était de plus de 9,5% au départ et qu'il est dorénavant plus faible, ce qui est logique. Hein. Plus le montant augmente, plus le taux de rémunération diminue. Il est de 7,5 actuellement vis-à-vis du montant objectif de l'opération. Mais effectivement, il est élevé, comme l'a dit Mme le maire, mais il y avait, le choix a été fait et, dans l'idée, enfin, pour faire en sorte que au final, quand on aura fini la troisième phase, puisqu'on termine la deuxième phase là, les réceptions vont avoir lieu d'ici quelques semaines, et on terminera l'année prochaine la troisième phase de cette opération. Enfin, l'année prochaine et en 2026, pardon. Ça sera étalé sur deux. Puisque, et je finis par là, M. Lee, c'est que le choix a été fait également de maintenir l'école ouverte. Et donc ça aussi, ça a créé des suggestions particulières pour faire en sorte qu'on arrive, on puisse maintenir l'école ouverte sans avoir à faire comme on a fait par le passé sur d'autres écoles. Calvaire, par exemple, transférer les enfants ailleurs, faire les travaux et revenir. Voilà. Oui, mais merci, monsieur le responsable, parce que, bon, vous voyez, bon, en lisant les chiffres, donc, on constate une augmentation de 105%, donc nous sommes obligés de réagir. Bon, merci pour les informations, les renseignements techniques, ce qui nous amène aujourd'hui à prendre du recul et de considérer qu'effectivement, ce sont des travaux en termes de VRD, tout ce que vous avez expliqué, ce sont des trucs qui prennent du temps et effectivement, ça coûte de l'argent. Mais merci pour la précision. Merci pleinement, M. Lé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Le point est donc adopté. On va... Alors, M. Montout s'excuse, puisque, étant du côté de Bastia, il me demande donc de l'excuser, le temps pour lui de quitter. Donc, Mme Eustache va donc nous présenter ce point en lieu et place. Merci, Madame le maire. Bonsoir à tous. Le point 5, c'est une autorisation de nos maires pour la mise en place du dispositif BMAO Vacances Cool, édition 2025. La ville de BMAO, dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse, renouvelle son dispositif intitulé BMAO Vacances Cool. Ce programme vise à répondre à plusieurs objectifs importants. En tout premier lieu, consolider le lien social en favorisant les échanges entre les jeunes sur diverses thématiques. Ce programme cherche à renforcer les interactions sociales et à créer une communauté plus unie. Également créer des moments de partage et de convivialité. BMAO Vacances Cool offre des occasions pour les jeunes de se rassembler, d'échanger, de tisser des liens dans un cadre détendu et amical. Encourager la pratique d'activités sportives et culturelles. Un des objectifs principaux est d'inciter les jeunes à s'engager dans des activités physiques et culturelles. Cela vise non seulement à combattre l'oisiveté, mais aussi à promouvoir un mode de vie sain et à développer les talents et compétences des participants. En somme, ce dispositif se présente comme une initiative globale pour dynamiser la jeunesse de BMAO en leur offrant des opportunités variées d'apprentissage, de divertissement et de développement personnel, tout en renforçant le tissu social de la ville. Il est important de mettre en exergue les contributions partenariales qui favorisent la cohésion sociale et territoriale. Des associations sportives et culturelles ont répondu favorablement à l'appel à projet Ville afin d'encadrer les activités proposées, malgré les difficultés financières et sociales réelles. Des acteurs institutionnels accompagnent le financement des activités. Des services de la ville encadrent et conduisent les actions avec une grande expertise. Les activités seront réparties sur l'ensemble du territoire bémaousien, particulièrement dans les quartiers de veille active. Différentes animations seront proposées, des animations à destination d'un public spécifique identifié. Le Conseil local de sécurité et de prévention contre la délinquance, le CLSPD, propose un programme d'animation varié destiné à un jeune public, mais aussi l'organisation d'activités dans plusieurs quartiers. L'objectif étant de favoriser l'apprentissage,
de la citoyenneté, de la tolérance et le respect des règles, des animations à destination du tout public de 6 à 21 ans, la direction de l'animation culturelle et du patrimoine immatériel propose divers ateliers tels que le théâtre, des actions citoyennes autour du patrimoine, des visites guidées pour découvrir le patrimoine, du cinéma dans les quartiers, des ateliers K, danse pour un public âgé de 7 à 12 ans. La direction de la jeunesse et des sports, via son service animation sportive, propose un panel d'activités sportives suivantes: roller, équitation, fitness, ski nautique, kung-fu, VTT, yoga, motocross, kayak, tennis, athlétisme, selon un planning défini. Elle propose également, par le biais de son service jeunesse, des sorties organisées sur la Guadeloupe afin de faire découvrir aux jeunes de 13 à 17 ans qui sont en situation de vulnérabilité les richesses de l'île. Il s'agit également de les occuper et de consolider le lien social lors des différents échanges. Des animations à destination d'un public spécifique identifié, la direction de l'enfance, famille et cohésion sociale, avec le centre social qui propose aux familles diverses activités sous forme d'ateliers avec la thématique Yonalot. L'idée est de créer de la cohésion dans un lieu d'éducation non formel différent de celui de l'école ou de la famille. Le programme est à destination des enfants de 13 à 12 ans. La maison de la parentalité qui organise à l'attention des familles des sorties avec des échanges thématiques. L'idée est de renouer le lien social, partager des moments avec leurs enfants dans un cadre extérieur, découvrir des lieux et favoriser le dialogue familial. À l'attention des jeunes identifiés par le système scolaire, le dispositif vacances réussi. La maison de la petite enfance qui organise des ateliers à destination des parents et des enfants. Les postes des dépenses du projet pour la ville sont les suivants. Animation jeunesse et sport, 86 750 €. Animation culturelle, 40 000 €. Animation CLSPD, 55 200 €. Animation centre social, 16 000 €. Animation petite enfance, 14 000 €. Animation parentalité, 14 000 €. Animation petite enfance, 5 000 €. Recrutement de saisonniers à temps non complet, 55 400 €. Recrutement de TIC, 27 568 € 36 centimes. Le montant de cette opération s'élève à 299 918 € 36 centimes. Donc, les dépenses, animation, jeunesse et sport, donc, montant en euros, 97 750 € ville de Bémao, montant en euros, 218 918 36. Animation CLSPD, 55 200. Conseil départemental, 25 000 €. Animation culturelle, 40 000 €. Caisse d'allocation familiale, 25 000 €. Animation cohésion sociale, 35 000 €. Fonds publics et territoires, montant 14 000 €. Recrutement de saisonniers à temps complet, 55 400 €. Contrat de ville, 5 000 €. Recrutement TIC, 27 538 36. RAEP, 20 000 €. Total des dépenses, 299 918 € et 36 centimes. Cette opération est financée pour partie par le contrat de ville, la caisse d'allocation familiale, le fonds public et territoire et le conseil départemental, budget de droit commun, contrat territorial global. Les dépenses seront imputées au chapitre 01 PO du budget primitif de 2025. Dans le cadre de ses pouvoirs délégués au titre de l'article L. 2122 du Code général des collectivités territoriales, Madame le maire aura compétence pour solliciter la demande de cofinancement auprès du conseil départemental et de Cap Excellence. Il vous est demandé de bien vouloir en délibérer, chers collègues. Je vous remercie de votre écoute. Merci pour la présentation de ce point. Des questions, des observations, c'est un point qui revient comme chaque année. On prépare les vacances, le temps occupationnel des enfants. Oui, madame, vous avez la parole. Oui. Moi-même, oui.
Oui, bon, Madame le maire, concernant l'édition 2024, y a-t-il eu un rapport? Si oui, est-ce qu'on peut avoir accès à ce rapport? Oui, les élus se réunissent. Il y a eu un rapport, oui, oui, tout à fait. Donc, vous allez pouvoir le faire avec les services. Voilà. Vous voyez avec vos services, c'est l'élu Michel Mado qui s'en occupe, avec d'autres élus, bien entendu, en transversalité. Madame Gourdine, elle est où? Voilà, Madame Gourdine, tout à fait. Le bilan a été fait, donc sans problème. Très bien. D'autres questions, d'autres observations? Oui? Oui, par rapport à la participation du conseil départemental, comme j'ai fait un calcul, pour 800 jeunes, ça fait 31 € par jeune pour la partie animation CLSDPD. Déjà, j'aimerais savoir ce que c'est. Et pour l'animation culturelle, je pense quand même qu'il y a une... Je pense... Est-ce qu'il y a eu une demande au conseil départemental pour une participation financière pour cette partie animation culturelle? Alors, s'agissant du CLSPD, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. D'accord? Et donc, ce sont des parts qui sont fléchés quand on regarde le budget global. Donc, il y a des pourcentages qui sont fléchés et généralement, ce sont des seuils au niveau du conseil départemental qui sont fléchés. La deuxième question, c'est l'animation culturelle. Non, je crois qu'ils sont en exercice, puisque sinon l'élu s'en serait chargé lui-même. Ils sont en fin d'exercice et donc, sur cette partie-là, nous sommes sur des points avec la caisse d'allocation familiale et donc la totalité du montant. On a ciblé les partenaires sur chaque opération, quand on regarde bien. On a ciblé les partenaires par opération. Voilà. D'autres questions? S'il n'y en a pas d'autres, on passe aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. On donne la parole à Denise Blebar pour les ressources humaines, le rapport annuel de situation. Merci, Madame le maire. Bonsoir, chers collègues. Madame le maire rappelle aux membres de l'Assemblée délibérante que depuis le 1er janvier 2016, en application des dispositions de l'article L2311-1-2 du Code général des collectivités territoriales, les communes de plus de 20 000 habitants doivent présenter à l'Assemblée délibérante un rapport annuel sur la situation de la commune en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Ce rapport concerne aussi bien le fonctionnement de la collectivité que les politiques publiques qu'elle mène sur son territoire. Cette présentation doit avoir lieu préalablement au débat sur le projet de budget. Les modalités et le contenu de ce rapport sont précisés par les dispositions de l'article D 2311-16 du même code. La collectivité appréhendée comme employeur présente sa politique ressources humaines en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en reprenant notamment les données relatives au recrutement, à la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la rémunération et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Le rapport comporte également un bilan des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et décrit les orientations pluriannuelles. Ce bilan et ces orientations concernent notamment les rémunérations et le parcours professionnel, la promotion de la parité dans le cadre des actions de formation, la mixité dans les filières et les cadres d'emploi, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Le rapport présente également les politiques menées par la commune sur son territoire en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Il comporte un bilan des actions conduites à cette fin dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques de la commune. Le bilan des actions menées par la commune de Bemao est inclus dans le présent rapport. Il reprend les actions s'intéressant à la fois à la politique de ressources humaines mise en place par la collectivité, mais également aux politiques publiques menées en 2024. Il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante de prendre acte de la présentation du rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie de votre écoute. Très bien, merci Denise pour la présentation de ce point. Des questions, des observations sur ce point? Je rappelle qu'il n'y a pas de vote. Nous prenons tout simplement acte, comme elle l'a dit. Oui. Oui, très bien. Oui, Monsieur Lé? Oui, nous avons, comme vous le dites, comme vous le précisez, nous avons bien pris acte de ce rapport. Mais par contre, à la page 12, je voudrais savoir, je voudrais une explication sur le terme « agent en surbrillance grise non payé ». Et, suite à cet état de fait, quelles dispositions pense prendre le service des relations humaines à cet égard? Merci. Elle va vous répondre, mais la réponse est entre parenthèses. Mais elle va vous répondre. La réponse est entre parenthèses. Bonsoir à tous. Donc, en fait, dans le cadre du rapport Égalité hommes-femmes, on a vraiment été dans le détail pour bien faire comprendre qu'il y a des situations différentes en termes de rémunération. Par exemple, on a des agents qui vont occuper 2 emplois. Par exemple, on a un agent qui a un grade d'origine, mais qui est détaché sur un emploi fonctionnel. Donc, l'agent va occuper 2 postes au sein de la collectivité, puisque son emploi d'origine continue à évoluer, mais il est payé sur l'emploi fonctionnel. D'accord? On a par exemple des agents qui sont aussi en détachement dans une autre collectivité, mais qui gardent leur emploi d'origine au sein de la collectivité. Donc, ils sont payés sur leur emploi de détachement dans l'autre structure ou dans l'autre collectivité, mais ils ne sont pas payés dans la collectivité, même si ils continuent à occuper le poste. Ça s'appelle des agents qui ont 2 emplois. Voilà. Donc, en fait, c'est important de le noter parce que lorsqu'on comptabilise le nombre d'agents au sein de la collectivité, on peut avoir l'impression que c'est le nombre d'agents rémunérés, mais il est important de bien faire la différence entre les agents rémunérés, les agents qui occupent effectivement 2 emplois, pour, par exemple, les cas que je viens de citer, et les agents qui ne sont pas rémunérés même en occupant l'emploi. Par exemple. D'autres questions, d'autres observations? Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, d'autres observations, je vous propose donc que nous puissions prendre acte. Donc, nous prenons acte. Acté. Point numéro 7 sera présenté par Jean-Louis Ofeltes. Bonsoir Madame le maire, bonsoir à tous. Ce point concerne la révision du montant des dépenses d'investissement à réaliser avant le vote du budget primitif 2025. Le conseil municipal du 5 décembre... Excuse-moi Jean-Louis, pour pas que j'oublie, on note pour le secrétariat le départ pour le vote de monsieur... Voilà, monsieur Théobald, voilà. Continue. Je disais donc que le conseil municipal du 5 décembre 2024, lors de la décision, a porté sur le quart budgétaire
un vote préalablement sur le budget 2025 pour les dépenses d'investissement. Le montant du quart budgétaire présenté dans le cadre de ce Conseil était sous-évalué. La présente note permet de la rectification de ce montant. Tenant compte des crédits d'investissement inscrits au budget 2024, la nouvelle autorisation budgétaire proposée pour des frais d'études, d'insertion, des acquisitions et des travaux est de 3 264 828,38 €, soit une augmentation de 47 333,33 € par rapport au précédent montant qui était voté et qui était de 3 217 495,05 €. Cette dernière sera reprise au budget primitif 2025 lors de ce vote. Comme vous pouvez le voir sur le tableau, il vous est demandé de bien vouloir en délibérer. Pardon, je suis désolée, j'ai oublié mon micro. Monsieur Lé. Oui. Merci, Madame le maire. Effectivement, lors du dernier conseil municipal, nous nous étions abstenus sur ce point. Et j'aimerais un détail concernant le chapitre 21, le numéro 2188, libellé autres, pour un montant de 1 030 735. Le autre. Madame Elfenor. Autre immobilisation corporelle. Oui, je disais que c'est en fait le libellé de ce compte, c'est autre immobilisation corporelle. Voilà. Ça comprend, alors c'est un compte qui est, où il y a diverses immobilisations corporelles qui peuvent être mises. Donc on peut mettre par exemple là tout de suite des engins, des tondeuses, épareuses, enfin tout ce qui concerne une immobilisation corporelle, mais qui n'a pas de compte spécifique dans la M57. Donc quand il n'y a pas un compte défini pour mettre cette immobilisation-là, on le met dans le compte divers 2188. Par exemple. Le tracteur. Les appareils là qu'il faut, nous les grosses machines là, pour les espaces verts. Voilà. Voilà exactement. Voilà, on est en train d'acquérir, il y a tout ça qu'on peut mettre dedans. On acquiert aussi, ça s'abîme tellement vite, des karchers pour le nettoyage, des choses comme ça, madame. Oui, merci Madame le maire. Alors c'est vrai que alors, nous entendons, autre, c'est tout ce qui n'a pas de catégorie particulière. Pour autant, le montant est quand même relativement élevé parce qu'on aurait pu imaginer que ce serait une ligne qui ne serait pas très élevée par rapport à, je vais dire, autre matériel de bureau. Vous voyez? C'est-à-dire que ce serait vraiment le résiduel qui pourrait aller sur un compte qui est indéfini, quoi. Voilà. Oui, j'entends ce que vous dites. Quoi qu'il en soit, ce sont des dépenses, c'est du matériel. Et là, il n'y a pas de... voilà, tous les documents sont là. Donc, ce n'est pas parce que le montant il est là, ils n'ont rien inventé. Il n'est pas indéfini, puisque comme je disais, c'est toutes les immobilisations corporelles qui n'ont pas de compte spécifique dans la M57 qu'on met là. Donc, du moment où on ne trouve pas un compte 21 spécifique pour mettre le bien qu'on a besoin d'affecter, on le met au 2188. C'est un compte qui est fait pour ça, en fait. Mais il n'est pas illimité, puisqu'il y a d'autres comptes qui sont spécifiques où on doit mettre les choses de manière spécifique quand le compte est bien défini. Voilà. D'autres questions, d'autres observations? Il n'y en a pas? On passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. 3 plus 1. La représentation de monsieur.
par Monsieur Lé. Voilà. Monsieur Ragouton. On va donc passer au point numéro 8. Comme chaque année, la loi nous y oblige. On va voir si on arrive à... Est-ce que vous allez pouvoir mettre le... Oui ou non? Ça passait, là, Ça passe plus? Bon. Les collègues ont reçu les documents. Je vais vous faire fi d'une lecture totale. Il y a vraiment trop de pages. Et donc, je vais donc vous faire une synthèse et puis après, on pourra débattre. Je rappelle qu'il n'y a pas de vote concernant le débat d'orientation budgétaire, bien entendu. Et donc, on est en application de l'article L220, pardon, L, c'est bien ça, 2312-1, conformément à l'article L 5217-10-4 du Code général des collectivités territoriales, où il est stipulé qu'après le passage à la 1057, dans les communes de plus de 3500 habitants et plus, le maire doit donc présenter au conseil municipal, dans un délai de 10 semaines qui précède l'examen du budget primitif, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés, ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Il convient donc que le conseil municipal débatte de ces orientations, comme je l'ai dit à l'instant, et dans lequel se trouve ce rapport d'orientation budgétaire 2025. Conformément aux nouvelles dispositions, bien entendu, on va aborder le contexte international, comme chaque année, local et national, une analyse rétrospective de la situation financière de la ville, l'évolution et les caractéristiques de la dette, une prospective financière jusqu'en 2029, les priorités en termes d'investissement et également, je dis bien les priorités, les informations relatives aux charges de personnel. Il faut toujours un volet, donc, s'agissant du personnel, que je ne vais pas beaucoup développer dans la synthèse, puisqu'on vient de voir le rapport qui a été présenté par Mme Blebar. Donc, vous avez donc tous reçu, je vous disais, ce rapport d'orientation budgétaire, et donc, une rapide synthèse. Habituellement, j'ai mon lecteur, M. Dessout, mais je vais faire l'effort. Donc, déjà dans un premier temps, vous avez pris donc connaissance, on voit bien que le budget des collectivités est aujourd'hui fortement influencé par un contexte économique mondial et local. Quand on regarde bien, aujourd'hui, on a un impact considérable des décisions qui ont été prises et qui sont encore prises par Donald Trump suite à son élection et un impact, bien entendu, sur le marché européen. Alors, vous avez différents impacts tels que l'augmentation des droits de douane sur les produits importés en provenance de l'Union européenne. On a l'influence sur les attentes en matière d'inflation et de croissance économique mondiale. On a aussi la réduction de l'engagement des États-Unis au sein de l'OTAN, qui pousse les pays européens à augmenter leurs dépenses militaires. On a aussi également la diminution de l'aide militaire qui entraîne des répercussions sur la sécurité en Europe de l'Est notamment. Et pour terminer, la volatilité accrue, la forte volatilité des marchés européens en raison des incertitudes politiques, économiques et commerciales américaines que nous vivons actuellement. Parallèlement à cela, face à cela, on a le bloc Europe. Et dans ce bloc Europe, bien, nous avons l'exemple de pays qui montrent bien cette divergence flagrante. On prend l'exemple l'Allemagne, qui aujourd'hui était un pays en puissance, en pleine montée, en pleine croissance, et qui aujourd'hui est en récession, avec des défis économiques majeurs, tels que la baisse de la compétitivité de l'industrie automobile, le sous-investissement
public également, et enfin la concurrence commerciale qui est accrue, sans compter les prévisions de croissance pour 2024 qui sont révisées à la baisse, soit une récession aujourd'hui qu'on évalue à 0,2%. Face à cela, et ça montre bien la divergence, on a la croissance, bien entendu, au niveau de l'Espagne, qui est estimée à 2,8%, alors qu'il n'y a pas bien longtemps de cela, en 2024, c'était l'Espagne qui était en récession et qui connaissait de grosses difficultés, et donc aujourd'hui, on voit qu'ils sont en train de vivre une véritable baisse de leur inflation, puisque, bien sûr, ils ont su prendre des mesures à cette époque-là qui leur permettaient, bien entendu, de pouvoir résorber leur inflation, ce que malheureusement on a beaucoup de difficultés à voir naître au niveau national. Je veux parler de la France. En parlant de la France, aujourd'hui, là aussi, tout le monde le sait, et nous sommes en train de le vivre en direct, bien entendu, et cela impacte directement nos collectivités, et pas seulement les villes, ça impacte aussi les régions seront fortement impactées, les départements seront énormément impactés. Je veux parler du déficit public de 2024 qui a atteint un niveau inédit, 6,1% du PIB. Donc, vous voyez bien que la France accuse un lourd déficit. Quand on regarde bien, on voit que la croissance qui était prévue de 0,9% en 2025, bien, on est encore loin. On a aussi l'inflation aujourd'hui qui est estimée à 1,5% pour l'année 2025. On a aussi une dette publique qui frôle les 115% du PIB. Et pour terminer, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui va nous impacter considérablement, un déficit public qui ramené en 2025 à 5,4% du PIB, mais qui reste encore extrêmement élevé. S'agissant du territoire local, je veux parler de la Guadeloupe. S'agissant de la situation de la Guadeloupe, vous comprenez bien que la Guadeloupe souffre également d'un certain nombre de difficultés, des difficultés macroéconomiques, et particulièrement les difficultés au niveau international, les difficultés au niveau national ne sont pas favorables au territoire guadeloupéen. Un taux de chômage à 19%, baisse des exportations de 3%, un fléchissement du PIB 1% et un recul de la croissance de 0,3%. Face à cela, on a d'autres éléments qui peuvent impacter notre budget. C'est le projet de loi de finances 2025. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous en avez entendu parler. La LPF a été adoptée, d'accord, il n'y a pas longtemps, vous l'avez entendu, voilà, par l'Assemblée nationale. Et l'étape qui avait été prévue par le Conseil constitutionnel s'est tenue. On pensait que ça n'allait pas se faire, mais ça s'est tenu il n'y a pas si longtemps que cela. La LPF, je rappelle les dates, c'est le 5 et le 6 février, alors que l'étape de passage, bien entendu, au Conseil constitutionnel s'est tenue le 13 février dernier. La promulgation de la loi est prévue pour la fin de ce mois, donc pas encore réalisée. Les collectivités territoriales, donc, avec ce LPF, devront contribuer à la réduction du déficit public à hauteur de 2,2 milliards d'euros. C'est vrai qu'on est sur une réduction avec ce gouvernement actuel. Le gouvernement Barnier avait prévu 5 milliards. C'est une diminution, mais une diminution encore qui va peser encore lourdement, même si c'est une diminution, mais ça reste encore très, très, très pesant pour les collectivités, bien entendu. Donc, il y a des mesures qui ont été prises, et ces principales mesures sont le gel de la TVA, pour un coût de 1,2 milliard d'euros aux collectivités, la mise en place d'un dispositif de réserve de milliards d'euros, appelé dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, la baisse du fonds vert qui passe, alors qu'on vient de mettre ça en place, mais qui passe déjà de 2,5 milliards à 1,15 milliard, donc pratiquement raboté de moitié, la hausse de 12 points sur 4 ans
soit 3 points par an du taux de cotisation employeur à la caisse de retraite, CNRACL, et enfin l'augmentation de la dotation globale de fonctionnement de 150 millions d'euros. Ça reste encore une faible part, faible quantité quand on regarde bien, puisque à partager par l'ensemble ça reste à partager par l'ensemble des collectivités. S'agissant des éléments de rétrospective 2022-2024, puisque vous l'avez reçu, du compte administratif provisoire au 16 janvier, qui s'est arrêté au 16 janvier 2025. La période analysée, bien entendu, est sur 2 ans. On a un niveau d'épargne net nettement amélioré en 2024. Sur la période, les recettes réelles de fonctionnement progressent en moyenne de 3,49% par an, contre 2,32% par an pour les dépenses. Cet écart de dynamique engendre une belle amélioration de l'épargne de gestion, notamment en 2024. L'épargne brute progresse également sur la période de 2022-2024, en passant de 4,51 millions en 2022 à 7,13 en 2024, 7,13 millions. L'épargne nette se positionne à 85 000 euros en 2022 contre 4,57 millions en 2024. Le taux d'épargne brute se positionne donc de 6,02 en 2022 contre 9,42 en 2024. Il est donc bien positionné par rapport à la recommandation générale qui est admise, bien entendu, qui est de 8% minimum. Ce qui impacte bien et favorablement le ratio de désendettement de la ville, qui est en baisse. Sur la période, la collectivité n'a mobilisé que 3 millions d'emprunts, vous vous rappelez. Et donc, le capital restant dû, ce qu'on appelle le CRD, au 31 décembre 2024, est de 21 millions 71 contre 26 millions 89 au 31/12/2022. L'amélioration de l'épargne brute sur la période et la baisse de l'encours de dette de la commune influencent le ratio de désendettement qui passe de 6 années en 2022 à 3 années en 2024. Ce dernier est bien positionné au regard du seuil au niveau national qui est de 12 années recommandé par la loi de programmation des finances publiques. Le financement des dépenses, bien entendu, au niveau des équipements. Vous avez donc reçu dans le document une photographie des moyens de financement des dépenses d'équipement. Les 36 98 d'investissements réalisés par la collectivité sur la période ont été principalement financés par des subventions pour 14 79. La ville a donc également dû puiser, bien sûr, dans ses excédents capitalisés, afin de financer le solde de la section d'investissement pour 7 92 en 2022. Mais on voit bien que nous avons surtout eu recours aux subventions de manière à pouvoir investir, bien sûr. En conclusion, s'agissant de la rétrospective, la commune de Bemao a su mettre en place par anticipation des actions qui lui ont permis d'avoir une situation financière qui s'améliore de manière conséquente sur la période analysée. Cette affiche donc des indicateurs financiers qui vont à l'encontre de la constatation de la Chambre régionale des comptes, à savoir l'augmentation du déficit global des collectivités territoriales d'une manière générale en 2024. Elle a su faire donc face, la ville de Bemao, au défi non seulement d'une succession d'augmentation du point d'indice, rappelez-vous, 3,5 en juillet 2022, le point d'indice aussi également en juillet 2023 avec 1,5 million, des attributions de 5 points d'indice à tous les agents au 1er janvier 2024, mais c'est la loi, mais quand même, il a fallu y faire face, mais aussi l'inflation qui sévit depuis quelques années. Ils ont été relevés sans actionner des leviers fiscaux et sans avoir recours à l'emprunt sur les deux dernières années consécutives. J'espère que je vais pouvoir finir. En 4, s'agissant des synthèses des éléments de prospective, donc, chers collègues, on vous présente 2 années, 2025-2027. Rappelez-vous, je vous l'ai dit, on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité à la fois politique, macroéconomique, sociale, au niveau de la France, une situation qui est insoutenable aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas se projeter dans le temps
celui qui se projetterait en 2029-2030 serait vraiment dans un flou artistique. Et donc, on ne peut se projeter que sur 2 années. Donc, vous avez reçu un document avec une projection allant de 2025 à 2027 qui vous est donc proposé. Des hypothèses, bien entendu, qui sont tendancielles, mais qui sont surtout prudentielles parce qu'il s'agit pour nous de rester prudents. Bien entendu, faire en sorte que nous soyons stabilisés, bien entendu, tant au niveau de nos recettes, bien entendu, qu'au niveau de nos dépenses, bien entendu. Puisque, surtout les recettes que nous recevons aujourd'hui avec les instabilités sont beaucoup plus volatiles que nous y pensons. Vous avez donc un tableau qui vous a été envoyé avec un certain nombre d'items, coefficient de revalorisation des bases fiscales. On est passé de 1,7 à 1, qui restait stable, je préfère le dire comme ça. On reste sur le même chiffre. On a la DACOM, le FONGI, les fiscalités indirectes qui restent aussi également stables. Des recettes de fonctionnement, par contre, qui passent de 16,3%, où on passe à 0,1%. Donc, voilà. Des charges de personnel stabilisées à 2%. Des charges à caractère général stabilisées aussi également. Des charges de gestion courante qui passent de 3,3% à 3,5%. Et également le FPIC qui reste stable. Dans les charges à caractère, les charges personnelles, on a quand même le TGVT, le glissement de vieillesse technicité, donc il faut pouvoir prendre en compte. On a les recettes de fonctionnement, on a l'évolution des recettes de fonctionnement quand même plus importante. Les dépenses de fonctionnement, pardon, plus importantes que les recettes de fonctionnement. Vous avez des tableaux qui vous ont été adjoints dans le document où on parle de la répartition et de l'évolution des dépenses réelles de fonctionnement et des dépenses, la répartition des dépenses réelles de fonctionnement, bien entendu. Donc, vous pouvez comparer les recettes et les dépenses sur ces différents tableaux. S'agissant des trajectoires de dépenses et des recettes, là aussi, vous avez reçu une photographie, la photographie précédente se met pour les trajectoires. Voilà. Donc, vous le voyez bien, on voit cette légère dégradation et c'est tout à fait normal. Le contexte même dans lequel nous sommes aujourd'hui le prévoit. Donc, forcément, on aura donc cette dégradation au niveau de l'épargne de gestion. Néanmoins, actuellement, on est bien éloigné de l'effet de ciseaux, mais cela voudrait donc dire qu'il y aura dans les années à venir, notamment courant année 2027-2028, des décisions qu'on aura à prendre s'agissant de cet effet. Et donc, pour le moment, on doit rester vigilant, on doit faire en sorte que les choses soient stables et surtout soutenables, que la situation financière puisse rester soutenable. Et je pense un peu à M. Lé quand je dis ça. Des épargnes en baisse sur la période, mais en territoire tout de même qui sont positifs. L'épargne brute et nette, quand vous regardez le document, vous le voyez, à la même dynamique que l'épargne de gestion, en enregistrant donc une diminution sur la période étudiée. On voit bien la courbe qui est en train de se fléchir. On passe bien sûr sur une belle diminution. De plus, la collectivité a prévu de recourir, bien entendu, au levier bancaire. Est-ce qu'on aura le choix? Je ne sais pas. Sur la période, pour un montant de 16 millions d'euros, afin de financer une partie des dépenses d'équipement, un certain nombre de projets, bien entendu, phares pour la collectivité, pour la population, ce qui impactera, bien entendu, l'épargne brute, mais aussi nette. Le taux d'épargne brute s'élèvera à 6,6% en 2025 pour baisser à la suite et atteindre 3,1% en 2027. S'agissant du ratio de désendettement, j'en ai parlé tout à l'heure, bien entendu, pour l'année 2024-2025, mais il faut pouvoir se dire les choses au fur et à mesure que les années vont passer, particulièrement dans les années 2027, bien entendu, compte tenu du fait qu'on devrait mobiliser les emprunts pour pouvoir avancer sur un certain nombre de projets. Donc, on verra bien que le ratio de désendettement pourrait être augmenté.
On a donc un capital restant dû au 31 décembre 2027 qui pourrait être à 31 millions. S'agissant du financement des dépenses d'équipement, vous avez un tableau aussi qui vous a été envoyé. Vous avez donc une photographie de cette évolution du financement des investissements et des dépenses des investissements. Donc la collectivité a prévu d'investir 64 millions, plus de 64 millions, 64,72 sur la période allant de 2025 à 2027. La commune n'aura qu'une capacité de financement cumulée sur la période à hauteur de 30 millions 21, plus de 30 millions. Dans les ressources de financement citées ci-dessus, on inclut les 16 millions, bien entendu, de nouveaux emprunts qui seraient à souscrire entre 2025 et 2027. En conclusion, sur cette partie-là, chers collègues, vous comprenez bien sur la rétrospective, au regard de la capacité d'investissement, il apparaît nécessaire de recourir de manière conséquente à des financements extérieurs qui pourront permettre de maintenir le rythme des investissements de la collectivité, dans tous les cas tels qu'ils sont souhaités. La situation financière de la commune sur la période analysée est donc soutenable et reste encore bonne, eu égard au contexte local et également national. Il apparaît nécessaire d'être tout de même vigilant sur toute nouvelle mesure gouvernementale et tout changement de situation macroéconomique pouvant avoir des incidences défavorables sur notre collectivité, notamment sur ses finances. On peut noter donc que le contexte de crise nationale et de déficit public inédit rend particulièrement difficile l'exercice de projection pour notre ville pour cette année 2025 et les années à venir. Donc, je reprends, nous devons rester vigilants, nous devons rester prudents. Nous avons encore un contexte financier pour notre collectivité qui est soutenable, une amélioration que nous avons annotée pour l'année 2024 parce que nous avons anticipé, nous avons su faire face à un certain nombre de décisions, d'accord, qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir se dire qu'on est dans une gestion quand même saine. S'agissant de la structure de la dette, bien entendu, vous avez une photographie du taux moyen de la dette. Et vous voyez bien, vous avez un certain nombre d'éléments sur le capital restant dû, vous avez le pourcentage de l'encours, vous avez des taux moyens. Vous avez donc reçu un document. Ce qu'il faut retenir, c'est le total de capital restant dû qui s'élève à 21 706 365 € pour, bien sûr, l'année. Pour le profil de remboursement, vous avez donc un document, une photographie aussi, qui vous montre l'extension de la dette. Alors, hors nouveaux emprunts, la dette sera à moitié remboursée en 2032 et la totalité de la dette sera éteinte en 2042. Je ne sais pas si on sera encore là. Bien entendu, on sera au bâton, très certainement pour la plupart. Sa durée de vie moyenne est de 7 ans et 8 mois. Les annuités baissent chaque année jusqu'en 2042. Une diminution de l'annuité améliore la capacité d'autofinancement et permet de recourir à de nouveaux emprunts sans être pour autant dégradé. À l'inverse, une annuité qui ne baisse pas signifie que tout nouveau financement viendra dégrader l'autofinancement net, toutes choses égales par ailleurs. S'agissant des ressources humaines, je vous l'avais dit, je ne serai pas très longue puisque vous avez donc reçu un document en annexe. On a pris acte de ce document. On voit bien que la commune aujourd'hui compte 816 agents permanents au 31 décembre 2024, effectif qui est en baisse depuis 2018. Donc voilà, vous avez donc le document qui vous montre bien la tendance, bien entendu à la baisse. Ce sont là aussi des décisions que nous sommes obligés de prendre de manière à pouvoir préserver les finances de la collectivité, bien sûr, et en même temps également préserver les agents qui sont là, s'agissant bien sûr de toutes décisions qui sont prises en leur faveur, notamment s'agissant de d'évolution de leur carrière. Donc voilà, il y a un deuxième document aussi qui arrive, vous voyez bien, qui montre bien cette masse salariale en diminution, avec une belle maîtrise, bien entendu, entre 2020 et 2024 de cette masse salariale. Mais pour autant, on comprend bien entre 2027, quand on revient, vous disiez 4 ans plus tard, les chiffres sont à peu près similaires, mais c'est normal,
Je l'ai dit tout à l'heure, il faut prendre en compte les différents points d'indice dont nous avons parlé, que nous avons mis en place en 2023, le glissement technicité lié des agents qu'il faut prendre en compte, le RIF7 aussi également, qui sont les différentes primes qu'il faut prendre en compte. Il n'y a pas encore longtemps, le conseil municipal, vous avez validé aussi les primes pour les agents de police. Donc tout ça, ça rentre dedans. Et donc pour autant, quand on regarde les chiffres, on se rend compte, on passe quand même de 48 millions à 47 millions. Mais là, c'est parce qu'on fait face surtout avec les départs qui ne sont pas forcément tous remplacés, je dis, tous remplacés, puisque là où il y a un besoin important, on n'a pas le choix, il faut remplacer. Donc voilà un peu cette synthèse que je voulais vous présenter du document que vous avez reçu, et je vais pouvoir vous remercier de votre attention. Merci beaucoup. Et donc, voilà, si vous avez des questions d'ordre politique, je vais vous répondre. Quand elles sont vraiment très, très, très techniques, je peux aussi vous répondre. Mais quelquefois, je donnerai la parole aussi aux différents techniciens. Voilà. Oui, Madame Anneau, vous avez levé la main? Oui, merci Madame le maire. Nous avons regardé avec beaucoup d'attention ce rapport d'orientation budgétaire. Et la première question qui me vient, est-ce qu'il y a eu des emprunts et certains à des taux variables? Ma question est, compte tenu du contexte politique que vous avez cité, est-ce que vos services et vous-même avez l'intention de renégocier notamment certains emprunts qui ont des taux variables? C'était ma première question. La partie technique, je te laisse la parole. La partie, en ce qui me concerne, je n'ai aucun souci que le moment viendra. Voilà, je ne peux que dire ça, je ne peux pas anticiper pour le moment. Je suis pas encore sur le fait accompli. Mesdames, Alors, nous avons 12,5% de taux variable, avec un emprunt qui a été contracté en 2005 et qui va s'éteindre cette année. Un deuxième emprunt sur le reliquat des 11 millions que nous avions contracté à partir de 2021, qui a été contracté sur un taux variable, mais c'est que 3 millions. Et pourquoi ce choix? Parce qu'à ce moment-là, tous les taux étaient très élevés. Et c'était, en termes d'appel d'offres bancaires, c'était le prêt le plus, le prêt le plus compétitif. Mais il est, alors je vais essayer de ne pas caper, donc il est si jamais on a un souci sur l'évolution de la variabilité du taux, il est plafonné à un taux fixe qui ne va pas bouger. Donc on n'ira pas à des proportions, voilà. Mais c'était un choix. Après, enfin, il est conseillé quand même aussi d'avoir au moins 25% de sa dette en taux variable. Donc nous, on est bien en deçà. Après cette année, on sera bien en deçà encore puisqu'on éteint un emprunt. Mais vraiment, en 2022, les taux fixes étaient vraiment, vraiment trop élevés. Là, les courbes sont en train de redescendre. Donc, effectivement, on va privilégier des taux fixes puisque toutes les courbes sont en train de redescendre. Oui, Madame le maire. Et Madame le maire, je vous ai écouté religieusement pour l'explication, le développement de ce débat d'orientation budgétaire. Et nous vous assurons que nous sommes d'accord sur deux mots, le mot prudence et le mot vigilance. Effectivement, nous entrons, depuis 2 ans, nous sommes dans une phase très difficile en termes de flux financiers, de gestion financière, à laquelle c'est venu s'ajouter la guerre en Ukraine. Et qu'on le dise ou qu'on le veuille, il y a le nouveau président américain. On pense que ça ne va pas arranger les choses dans les matières qui suivent. Donc, nous avons effectivement analysé, étudié ce rapport qui, bien qu'avec ses 33 pages, mérite un peu plus de temps et d'attention quant aux remarques et propositions à faire. Par contre,
ce que nous allons proposer aux différents services, c'est que nous avons un constat sur l'encours de la dette. L'encours de la dette, le ratio de désendettement qui a des difficultés à descendre, ce qui va aussi poser problème, et ainsi que les autres modes de financement. Concernant les orientations 2025-2028, nous perdons en recettes plus d'1 million d'euros et phénomène inverse, les dépenses augmentent, par exemple le poste personnel plus 1,4 million. Donc, effectivement, les services, nos services et nos responsables devront, comme on le dit en termes de finances, se serrer la ceinture pour au moins ne pas être dans le rouge à la fin de l'année 2025. Mais par contre, moi personnellement, ce que j'aimerais, c'est qu'au niveau du personnel, de ne pas faire comme l'année dernière, de voter une décision modificative de plus de 600 000 euros qui était portée sur le poste de personnel et pour mettre dans des autres dépenses de gestion courante. Donc, oui, c'est un débat que nous devons mener, mais par contre aussi, en termes d'investissement, j'ai pu relever sur le rapport que nous ne sommes pas en mesure, nous accusons un retard sur les informations cohérentes afin de nous donner un planning des orientations concrètes et définitives en termes d'investissement. Merci. Je vous ai aussi écouté religieusement. S'agissant du ratio de la dette, aujourd'hui, j'ai bien fait état de la baisse, mais j'ai fait surtout état, effectivement, de la dégradation dont vous parlez, à compter de 2027, compte tenu des décisions qu'on aura à prendre, notamment avec les emprunts. D'accord? Donc aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Bien au contraire, on est passé de 6 années à 3 années. Et elle vient de le dire, on a une dette qui, là, en 2025, est en train de s'éteindre, d'accord, concernant les emprunts sur les deux. Donc, en ce moment, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Bien au contraire, il y a une belle amélioration de 3 points. On passe de 6 à 3. OK? En compte 2027, il y a des décisions à prendre. On verra de toute manière devant le conseil municipal. Mieux vaut le dire. Si on veut pouvoir investir, il y a des choses à faire. Et demain, dans les années 30, même si nous ne sommes pas là, très certainement, ceux qui viendront après nous seront dans le même schéma, qu'on le veuille ou non. Les collectivités ne peuvent pas, les subventions aujourd'hui ne suffisent pas, parce que ceux-là même qui nous donnent des subventions, ils donnent de l'argent. D'accord? Donc il faut trouver d'autres voies et des moyens, si on veut pouvoir. Et pouvoir le faire sans augmenter les impôts, il ne reste que ça. Sauf si d'autres décident donc, de ne pas faire des impôts, là ils seront obligés de forcément augmenter les impôts. Sinon on ne peut rien faire. D'accord? Et il faut pouvoir avancer. Donc ce n'est pas ce que j'ai dit s'agissant de cela. Et puis les décisions qui sont prises en décision modificative, ben, c'est normal, ça dépend de la manière dont on prend. Souvent, on prend des décisions modificatives pour prendre, parce qu'on a des recettes, il faut pouvoir prendre les recettes, les faire rentrer. Quand il s'agit du personnel aussi, il faut pouvoir le prendre. Parce que si on a des points d'indice, par exemple, je prends l'exemple du point d'indice, on a un point d'indice qui arrive en plein exercice de l'année, où il faut appliquer la loi, il faut bien pouvoir se préparer aussi. Surtout, on s'est retrouvé en plein juillet, un point d'indice qu'il fallait faire. Celui qu'on a eu en fin d'année, on n'a plus se préparer dans le budget, le mettre pour l'année suivante. Moi, on s'est retrouvé en plein milieu de l'année où il fallait encore augmenter de 1,5, et bien il fallait pouvoir abonder. D'accord? Et donc à ce moment-là, il faut prendre des décisions modificatives. Et puis, oui, vous avez raison, on a un document, on peut appeler ça, mais ça rentre dans le cadre de plan pluriannuel. Les priorités que vous avez vues, c'est le PPI, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur une année. Le stade, on ne finira pas le stade en 2025, hein? D'accord? Donc,
Oui, quand chaque chose, vous avez des projets qui sont portés, qui restent dans le PPI, d'accord? C'est normal que ça reste dans le PPI, mais sur lesquels vous êtes déjà passé au conseil municipal et que vous avez déjà voté. Vous avez déjà même voté le calendrier que vous me demandez et les financements que vous êtes en train de me demander. Donc, c'est pluriannuel. Pluriannuel, ça veut dire que ça court sur... généralement, ça peut courir sur 3 ans, maximum 5 ans. On ne va pas faire ça courir sur 10 ans. C'est grave, ce serait grave. Mais généralement, on fait courir sur 3 ans, au maximum 5 ans. Hein? Donc, voilà. Et donc, effectivement, on a un certain nombre de projets qui sont déjà passés en conseil, les aires de jeu, la citerne d'eau potable là, de l'UCPA, police bibliothèque, il n'y a pas longtemps, vous l'avez validé, mais on n'a pas encore commencé les travaux. Donc ça reste, c'est pas encore été, c'est pas fini, c'est pas livré. Donc ça reste dans le PPI, d'accord? Mais les travaux sont réalisés cette année. Hein. Si vous regardez le document, 2026 c'est vide, 27 c'est vide, 2028 c'est vide. Ça veut dire que ce sont des travaux que nous allons réaliser là. D'accord? Qu'est-ce que je peux encore prendre? Le stade qui court jusqu'à 2027, les équipements sportifs, bien entendu. Vous avez quoi encore? Voilà quoi, vous avez le document, donc vous l'avez reçu. Et puis là, ce sont quelques petits éléments, mais voilà, qui sont dans les priorités. Mais quand on a établi le budget, parce que ce n'est pas le budget là, on n'est pas encore au budget, quand on aura le budget, vous aurez d'autres projets, d'autres actions qui viendront également se greffer dans le budget. Madame le maire. Oui, merci Madame le maire de me donner la parole. Je profite pour remercier les services, toutes les personnes de près ou de loin qui ont travaillé sur ce rapport qui est assez, à mon avis, bien détaillé. Alors peut-être que je me trompe, mais sauf erreur de ma part, j'aimerais savoir où se trouve une prévision en ce qui concerne les risques majeurs naturels. Alors je dis ça, j'entends par là séisme, inondation, cyclone, tout ce que nous connaissons, parce que nous ne sommes pas à l'abri de ça. Quand je regarde ma télé, je vois toutes les villes, je pense à l'Espagne, etc. Et ça arrive très vite. Et pire, ce qui s'est passé à Mayotte, qui m'a un peu traumatisé. Il me semble qu'une approche budgétaire efficace repose sur l'équilibre entre la prévention et l'intervention de la reconstruction. Je prends le cas de Mayotte, eh ben, c'était sur le territoire, ben, l'État, mais le temps que l'État intervienne et prenne les dispositions nécessaires, ben, la collectivité doit prendre ses responsabilités pour amener les premiers secours. Alors, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas vu ça dans le budget. Alors, peut-on m'éclairer pour savoir précisément, en cas de situation aussi difficile, eh ben, comment peut-on faire? Bien, ben, nous ne sommes pas encore au budget, je le rappelle. On est dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Et donc, les éléments, oui, sont pris en compte. Les éléments sont pris en compte à travers les travaux que nous réalisons. Je prends l'exemple de Bragelonne, on en a parlé tout à l'heure, c'est passé dans un point. D'accord? Lorsqu'on est venu sur le confortement, c'est eu égard au fait qu'on a vu qu'il y avait un certain nombre d'enjeux, parce que on a les aléas dont tu viens de parler, mais on a les enjeux, c'est-à-dire le public qui fréquente l'espace. Les bâtiments de la ville, les maisons de quartier que nous allons aussi également reprendre. Chaque fois qu'on est sur de la réhabilitation, on est sur le confortement d'un équipement, c'est parce qu'il y a la prise en compte aussi également de tout cela. Alors, est-ce que tu veux parler en matière sur le terrain? Mais là, ce n'est pas là qu'on va prendre ça. Et toujours dans le prolongement de cette affaire-là, nous aurons aussi bientôt une rencontre avec la population, les élus, s'agissant de notre PPRN, où il y a la prise en compte, bien sûr, de tout ce volet à l'intérieur du plan local d'urbanisme avec le PLU. Donc, c'est pris en compte, mais ce n'est pas pris en compte dans un chapitre, et on n'est pas encore au budget non plus. Donc, ça peut pas être forcément dans le PPI noté risque majeur, mais risque majeur entre dans
un certain nombre d'éléments qui sont pris en compte, notamment par exemple l'entrée du Beau, le projet de l'entrée du Beau, avec la réflexion de l'école Andrea mixte 1 et mixte 2. C'est parce que là, on a vu qu'il y avait un problème, qu'on est sur du confortement et de la reconstruction en même temps. Donc tous ces aléas-là sont pris en compte dedans, et c'est à ce moment-là qu'on intervient budgétairement. Mais là, on est sur les orientations budgétaires, et dans les orientations budgétaires, on est tenu de mettre quelques éléments de projets et d'actions. Et dans ces projets et actions, bien entendu, on a la prise en compte à travers les travaux des bâtiments, à travers les travaux dans les écoles, bien entendu, des aléas dont tu viens de faire état. Madame Hano? Oui, quand vous avez, dans votre exposé, vous avez effectivement parlé des tendances. Et donc, nous avons, lorsque nous avons regardé les ratios de ce rapport d'orientation budgétaire, nous avons vu apparaître une dégradation, comme vous l'avez dit, hein, ça c'est bien sûr, des recettes réelles de fonctionnement, tout avec, bien sûr, une petite augmentation des dépenses de fonctionnement. Alors, c'est vrai que l'augmentation est faible, mais il n'empêche, je parle de 2025 à 2027, hein, je ne parle pas des précédentes. Et donc, ma question, c'est quelles sont les actions que vous comptez mettre en place pour, avec ces perspectives, en tout cas, diminuer les risques. Vous avez parlé tout à l'heure de vigilance. Donc, en matière de vigilance, quelles sont les actions que vous envisagez de mettre en place? S'agissant des dépenses de fonctionnement, on va continuer tout comme on a commencé hein, depuis aujourd'hui. Hein, on a vu hein, dans les différents chapitres que nous allons établir, puisque je viens de le dire, nous ne sommes pas encore au budget, donc il y aura des décisions à prendre pour pouvoir contenir les dépenses. On n'a pas le choix. On a aussi j'ai parlé tout à l'heure des départs à la retraite qui ne sont pas tous, on verra bien. Par exemple, quelquefois, on a besoin, si on a un directeur, je prends un exemple qui est frappant. Par exemple, on a au niveau de nos cadres référents, pour beaucoup, sont sur la voie du départ d'ici les 2-3 prochaines années, mais on ne pourra pas se faire, par exemple, comment on dit ça, il y a un mot qu'on utilise, on ne pourra pas se faire je ne voulais pas dire fille, oh là là, il y a un mot qu'on utilise généralement pour dire, enfin, j'ai un trou de mémoire de ce mot. On sera obligé de faire, on ne peut pas se passer, d'accord, mais un autre mot beaucoup plus important pour le dire, par exemple, d'une DGS, oui, mais ce n'est pas l'économie, un autre mot. Hein, voilà, c'est dans ce sens-là. Hein, d'une DGS, par exemple, donc ce sont des salaires qui seront maintenus, quoique même si on sait que ça dépend de la manière sur laquelle on recrute le DGS. On peut toujours recruter un DGS jeune, hein, flambant neuf, qui ne sera pas au même niveau que la DGS qui part, puisqu'elle est déjà en fin de carrière. D'accord? Donc il y aura toutes ces petites choses à réfléchir sur la vigilance quand il faudra recruter parce qu'on n'a pas le choix de recruter, mais en même temps ne pas recruter parce qu'on a cette possibilité de ne pas le faire pour maintenir, faire en sorte que nous puissions rester soutenables. Et puis, des dépenses aussi que nous faisons, il faut faire des choix. On a fait des choix il n'y a pas longtemps sur les diminutions, sur les fêtes de section, sur la manière de faire. Il y en a qui ont été maintenus, mais qui ont été réalisés d'une autre manière, en associant en direct nos associations sur le terrain, que nous accompagnons, mais qui eux-mêmes aussi se font accompagner aussi par les partenaires, de manière à ce que le territoire soit animé. Et donc voilà. Et on essaie d'avancer comme ça. Voilà, ce sont des décisions. Et puis après, il y a des décisions, même si on veut le prendre, si de plus en plus, on a déjà démarré avec le numérique, moins de papier, mais ça ne veut pas dire qu'on aura zéro papier. Hein. On aurait aimé pouvoir arriver à zéro papier, mais on ne peut pas arriver à zéro papier. Mais avec ce que nous faisons au niveau du numérique, bien, avant, chaque agent, il fallait leur envoyer, par exemple, leur fiche de paye. Bien, nous sommes passés au numérique. Il y a une boîte hein, sur laquelle toutes les fiches de paye sont envoyées. Donc, ce sont des dépenses en moins. On essaie de diminuer sur beaucoup de petites choses, comme ça, les dépenses de la collectivité. Voilà.
Et vous l'avez dit, les recettes, c'est normal, les recettes nous viennent de l'extérieur. Et on doit faire avec, il n'y en a pas. En tout cas, il ne faudrait pas que je dise qu'il n'y en a pas. Je serais faire injure. Il y en a moins. Il y a beaucoup moins. Beaucoup moins. Et personne ne pourra se targuer dans les mois et les années à venir et dire qu'on pourra faire beaucoup de choses. Ça, c'est même pas la peine d'en parler. Très bien. D'autres questions, d'autres observations? Ben, s'il n'y en a pas, s'il n'y a pas de vote, donc nous prenons acte. Merci, chers collègues. Merci pour la qualité des échanges. Mais non, mais je sais, je parle du robe. Je disais donc merci pour la qualité des échanges et des questions sur ce rapport d'orientation budgétaire. On reprend le cours de le déroulé. Où est-ce que j'ai mis tellement de petits papiers? Le prochain point, dans tous mes papiers. Voilà. On va donc passer au point numéro 9 avec Opheltès Jean-Louis. Merci, Madame le maire. Ce point qui n'est pas soumis au vote est une note de présentation concernant la décision budgétaire portant sur des virements de crédits de chapitre à chapitre M57, fongibilité des crédits. L'instruction comptable M57 permet désormais, si l'Assemblée délibérante l'autorise, à l'occasion du budget et dans les limites qu'elle s'est fixées, de donner à l'exécutif de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, hors dépenses de personnel, au sein de la section d'investissement et de la section de fonctionnement. Lors du vote du budget primitif 2024, le Conseil municipal a entériné cette possibilité dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune de ces sections. Ces virements de crédit doivent faire l'objet d'une décision exécutoire de l'exécutif. Par suite, il lui incombe d'informer le Conseil municipal de ces mouvements de crédit lors de sa plus proche séance. Le Conseil municipal est ainsi informé de la décision de virement de crédit, rendant exécutoire les virements de chapitre à chapitre sur le tableau suivant, avec les chapitres, les libellés et les montants qui s'y rattachent. Merci, chers collègues, pour la présentation de ce point que nous avons l'habitude de voir ensemble. Il n'y a pas de vote, ce sont des virements, bien entendu, de chapitre à chapitre que nous avons l'habitude de faire. Je pense que c'est ce que, peut-être tout à l'heure, monsieur les disait, je ne sais pas. Voilà. Vous avez une observation quelconque? Pas d'observation? Donc, il n'y a pas de vote. On prend donc acte. Point numéro 10. Alors, nous avons un rapport à vous présenter. Voilà, nous avons eu pendant un certain nombre de mois dans nos murs la Chambre régionale des comptes et il s'agissait d'un contrôle portant sur la protection et l'amélioration du bien-être animal et plus particulièrement sur la lutte contre l'errance animale. Nous vous avons donc envoyé le rapport, bien entendu. Bien, vous voyez donc que, oui, dans le cadre de son programme de travail lié aux propositions de campagne citoyenne, la Chambre régionale des comptes de Guadeloupe a procédé à l'examen de gestion de la protection et de l'amélioration du bien-être animal, et plus particulièrement sur la lutte contre l'errance animale de la commune de Bémao concernant les exercices 2020 et suivantes. D'accord? Il me semble aussi qu'il y a d'autres communes, m'ont-ils dit, mais je ne me rappelle pas. Par lettre du 1er juillet 2024, le président de la Chambre a communiqué un rapport d'observation provisoire confidentiel à la suite duquel une réponse a été adressée en courrier en date du 5 août 2024. Lors de la séance du 13 décembre 2024, la Chambre a arrêté ses observations définitives par courrier enregistré au greffe le 21 janvier 2025
En ma qualité de maire donateur, on m'a donc fait parvenir une réponse aux observations qui ont été faites par la collectivité conformément à l'article 243-5 du Code de juridiction financière. Par courrier notifié le 23 janvier 2025, le président de la Chambre a adressé un rapport d'observation définitive, auquel il a joint la réponse évoquée pour être communiquée à l'Assemblée délibérante, ce que nous faisons aujourd'hui, afin que se tienne un débat conformément à l'article 243-6 du Code de juridiction financière. La Chambre a donc relevé que la commune respecte globalement ses obligations, notamment en matière d'affichage et de gestion de chiens dangereux. À l'instar de la majorité des collectivités de Guadeloupe, la commune de Bémaro fait appel aux services de société du domaine canin dans le cadre de marchés publics. À cet égard, la Chambre fait grief à la ville de ne pas respecter le seuil des accords cadres fixés et plus généralement le seuil des marchés de procédure adaptés. Elle indique à la page 24 de son rapport définitif des dépassements de 106 000 euros, plus de 106 000 euros et 129 000. La commune a objecté. Donc, ça veut dire que nous avons pu répondre qu'il ne faut pas retenir le cumul des mandats de l'année civile parce qu'il y a un chevauchement des procédures. En effet, les dépassements sont respectivement de 4,28% sur la période initiale du marché notifié en 2020, de 31,3% sur la période initiale du marché notifié en 2022. La commune a donc fait observer qu'en effectuant une computation des seuils, incluant les périodes initiales et de renouvellement, le seuil des procédures adoptées n'était donc pas franchi. Ces volumes financiers témoignent que la commune de Bémaro s'évertue à respecter la réglementation applicable en matière de gestion de l'errance animale. Elle n'a donc pas attendu que le préfet rappelle à l'ensemble des maires en Guadeloupe, par une lettre datée du 27 mai 2024, leurs responsabilités. Par ailleurs, le suivi a bien été effectué par les agents du service de police municipale, puisqu'il y a 3 niveaux de contrôle. Dans un premier temps, une fiche est signée par l'agent assermenté immédiatement après la prestation. Ensuite, il y a une transmission qui est faite à l'agent référent de la police municipale et au directeur de la sécurité publique et de la sécurité civile. Et enfin, on a un dernier contrôle qui est effectué lorsque le dépôt est effectué au CEDIT Finance pour vérifier la réalité du service fait à la lumière des rapports d'intervention préalablement transmis. À la page 17, la Chambre indique que la commune de Bémaro n'a pas conclu de convention avec le réseau associatif qu'elle ne subventionne pas. Or, le conseil municipal ne peut statuer que si des demandes sont déposées en bonne et due forme. En 2 mots, on nous dit qu'on n'a pas accompagné les associations, mais on ne peut le faire que s'il y a une demande, puisque chaque fois, nous passons devant le conseil municipal pour cela. La commune de Bémaro a donc fait savoir qu'elle était particulièrement soucieuse de nourrir le dialogue avec les partenaires du réseau associatif, et c'est dans cette logique que de nombreux représentants ont été rencontrés par la collectivité au cours du second semestre 2024. 2 actions phares d'ailleurs ont été mises en place et que je tiens à féliciter. Voilà, j'étais sur place et c'était vraiment très bien, très beau. Des actions phares qui témoignent donc l'engagement de la ville pour le bien-être des animaux et la gestion de l'errance. Nous avons donc l'organisation du week-end canin félin à Bémaro du 30 novembre dernier au 1er décembre 2024, et la réponse à un appel à projet également que nous avons, pour lequel nous avons répondu pour l'identification et la stérilisation des chiens et des chats pour bénéficier, et là nous avons donc bénéficié d'un montant de l'accompagnement d'une subvention de 23 357,94 €. Le rapport d'observation définitif a donc vocation à être publié et donc porté à la connaissance de la population dès lors que le conseil municipal aura débattu. Le débat s'inscrit donc, chers collègues, dans un contexte inédit de la condamnation de 2 individus à 2 peines de prison ferme pour des actes de maltraitance envers des chats. D'accord, il n'y a pas longtemps encore, vous avez vu, une vidéo qui circulait. Il ne m'appartient donc pas de commenter les décisions de justice. Néanmoins, il convient de constater que cette condamnation témoigne que les lignes bougent. En ma qualité de chef d'édilité, j'en appelle à la raison de chacun pour assurer les relations apaisées entre animaux et hommes au-delà de la lutte contre la divagation et les incidences sur notre environnement. La commune s'inscrit dans une démarche volontariste et d'amélioration du bien-être des animaux. Donc, nous accompagnons beaucoup
C'est vrai qu'on n'a pas eu de demande au niveau des associations, mais nous accompagnons énormément les agriculteurs, notamment la police municipale, souvent victimes, où nous identifions les animaux, nous faisons en sorte avec les partenaires qui nous accompagnent de pouvoir remettre les animaux quelquefois à leur propriétaire. Et lorsque ce sont des chiens de divagation, ils sont aussi également optés pour être adoptés, soit ici même en Guadeloupe, ou quelquefois il y en a des animaux qui, je le disais avec la chambre régionale, qui sont envoyés également, qui prennent l'avion et qui partent en France, puisqu'ils ont trouvé des parents pour pouvoir les adopter. Moi-même, chez moi, j'ai 3 polyphones chez moi, 2 chiens et un chat qui portent mon nom. Bien sûr, en dehors de mes 2 enfants. Voilà. Et je les aime beaucoup. Voilà. Merci de votre attention. Il n'y a donc pas de vote. Le débat est ouvert. Vous avez la parole. S'il faut vous répondre, je vais vous répondre. Sur d'autres volets techniques, il y a M. Cafette, Madame le maire. ainsi que Mme Loraman, si elle est là, je ne l'ai pas vue. Voilà, Loraman, voilà, pour vous répondre. Oui, merci Madame le maire. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on va avoir la possibilité financièrement et avec d'autres choses, hein, de poursuivre ces opérations chaque année parce que c'est important et de peut-être au niveau de la communication, parce que moi-même j'ai plusieurs Étienne Rousseau chez moi aussi. Et j'ai raté la stérilisation pour mes chats, donc j'ai dû payer, et payer cher. Donc j'aimerais bien effectivement que ça puisse se reproduire en tant qu'élu et en tant qu'habitante de Bémao, parce que c'est navrant de parcourir les routes de la Guadeloupe et de voir des animaux qui errent. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est les attaques des chiens, parce que ça existe, et donc de protéger notre population. Donc si ça peut être conduit avec l'accord de tous les élus, ce serait bien. Voilà. Tout à fait. Non, c'est déjà prévu. Hein. Ce sont des actions qui seront récurrentes. Et on veut aller encore plus loin, et notamment avec les agriculteurs, faire en sorte que les agriculteurs puissent participer, et également des affiches. On a prévu aussi des affichages. Les différents panneaux que nous avons, numériques que nous avons mis en place, là aussi, nous allons activement les utiliser de manière à pouvoir sensibiliser à la stérilisation, mais aussi au bien-être des animaux. Voilà. D'autres questions, d'autres observations? Il n'y en a pas? Donc, s'il n'y a pas d'autres observations, je vous invite donc à prendre part activement aux différentes manifestations liées au carnaval, notamment Grand Mamas. Grand Mamas, c'est demain? C'est demain, Grand Mamas. Et puis le 23, la parade, on a la parade des enfants aussi également. Et puis la grande parade de dimanche. Voilà. Massa Timoun. Voilà. Massa Timoun. Voilà. Il ne me reste plus qu'à vous remercier tous pour la belle qualité de nos échanges. Bonsoir chez vous. Rentrez bien chez vous. Voilà.